Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans votre émission quotidienne, le scanner, votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité sur toutes ses formes. Nous sommes lundi, bon début de semaine, où que vous soyez dans le monde, au menu de ce lundi 4 décembre 2023. Ces propos sur le droit d'accès à Internet lui troublent le sommeil depuis quelques jours et comme un soldat sans défense, Ousmane Gawal Diallo cherche à sortir sa tête de l'eau. Le ministre porte-parole du gouvernement estime que sa dernière sortie a été détournée à des fins de propagande. En dépit de tout, le patron des postes des télécommunications et de l'économie numérique maintient que l'accès à Internet est un service. Sacré Gok Soussaï, qui l'aurait cru quand on sait le passé et les sorties courageuses de celui qui amusait la galerie lorsqu'il était dans l'opposition. Le système a-t-il complètement changé l'homme? Ousmane Gawal Diallo a-t-il compris la gravité de ses propos? Laissez-moi reprendre cette assertion de Mamadi la Puissance Doumbouya qui dit, je cite, le pouvoir est éphémère. Les positions peuvent être temporaires, tout peut passer sauf la volonté de Dieu. Fin de citation. Restriction de l'accès à Internet et brouillage des ondes de radio en République de Guinée. Plusieurs emplois menacés avec des répercussions économiques très néfastes. Les principaux acteurs face à ce malheureux constat, tirent le diable par la queue et se ménagent pour éviter une chute drastique de leur chiffre d'affaires. De l'autre côté, la violation systématique du droit à l'information pour le consommateur qui est l'auditeur dans le cas précis du brouillage des ondes de radio. Que fait l'association des consommateurs de Guinée? Dans un instant, nous aurons comme premier invité Ousmane Keïta, il est président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il sera au téléphone dans cette émission. Transition, oui, on en parle encore. La transition est une période très sensible où tout peut vaciller. Pour éviter d'assister à cette malheureuse réalité et favoriser la réussite de celle-ci, les acteurs de la société civile s'impliquent et mettent les bouchées doubles, surtout dans le cadre de la sensibilisation. Suffira-t-elle pour le cas guinéen? Monsieur Sile Kourouma, porte-parole du Front populaire pour la stabilité nationale, FPSN, nous livre sa grille de lecture dans un instant et surtout les actions menées par ce front sur le terrain. Il est notre second invité. Il sera sur ce plateau, dans ce studio, avec nous. Et dans la dernière partie, nous parlerons du déclic du G5 Sahel qui se vide et devient de plus en plus vulnérable après le Mali. En mai 2022, l'annonce... C'est le Burkina Faso et le Niger qui ont fait l'annonce de leur retrait de l'organisation sous-régionale anti-djihadiste. Ces pays, membres de cette organisation en majorité dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État, les démissionnaires parlent de la non-atteinte des objectifs du G5 Sahel créé en 2014. Cerise sur le gâteau, faut-il s'accommoder à cette assertion? Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Yaya Diallo nous édifiera dans un instant. Et c'est le menu complet de cette émission. D'autres sujets viendront s'inviter dans le débat. Installez-vous confortablement, vous êtes dans le scanner.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance. Si, c'est parti pour plus d'une heure de débat dans ce studio et dans cette émission Le Scanner. Plus d'une heure, et si ça va encore... comment je vais appeler ça, hein? Parce qu'il y a autour de moi des débatteurs qui ne veulent vraiment pas lâcher prise. Guinab Diallo, bonjour. Bonjour. Idi Ba va nous aider, le fond sonore. Comment vas-tu? Ta santé c'est pas la grande forme, mais ça va. Dieu merci. Ouais, Content en tout cas, forme. très content de te revoir. Merci. C'est pas la grande forme, mais ça va. On s'accroche, c'est le métier. Qu'est-ce qu'on peut? Rien. Et surtout, courage à toi, hein, parce que tu m'as montré ces messages de plaisantins. Moi, je les appelle comme ça. Hein. Si le fait de dire la vérité dans cette émission doit gêner certains hauts commis de l'État, c'est que nous ne sommes plus dans une transition. Moi, je pense que si vous êtes à la tête d'un département ministériel, si vous êtes à la tête d'une direction, vous devez accepter des critiques constructives parce que le journaliste, c'est aussi ça. Si vous voulez des propositions de solutions, vous êtes sur Kaby Média, c'est un média de développement. Vous les aurez également. Donc, courage à toi, Guinab Diallo. Merci beaucoup. Akil Ali Badara. C'est des intimidations qui ne passent pas chez nous. Rien ne nous effraie. Hein. Le PP, bonjour. Akila Ali Badara. Bonjour à toi, Abdallah. Je sais déjà que tu es en bonne due forme ce matin. Ah bon? Bonjour à tous ceux qui nous pratiquent à l'instant T. Une manière de rappeler au CNRD que nous ne sommes pas des militants aiguisés dans ce studio. Tout ce que nous faisons, nous l'analysons et nous décryptons l'actualité. Nous ne sommes pas le régime militaire en place. Il faut qu'ils le comprennent parce que nous n'avons peur de personne tant qu'il s'agit du respect de l'éthique et de la déontologie. Évidemment. Qui se sent morveux se mouche. Nous, on s'en fout d'un poste ministériel dans ce pays. Tant que ça ne va pas, nous allons critiquer, nous n'avons pas d'amis. Bonjour au ministre Morikonde. Morikonde et surtout à la transition. En général. Voilà, parce que dans la charte de la transition que moi personnellement j'ai eu à lire, il n'est mentionné nulle part que c'est le MATD qui doit organiser les élections dans ce pays. Mais c'est une collaboration. Hein. Le MATD doit collaborer avec... celui qui organise les organisations. Donc, comprenons un peu ce qui se passe après. Bien, ça se comprend. Yaya Diallo, enquêteur en chef, coordinateur de cette émission. Le relais, je l'appelle comme ça. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour à la population de Lopous et d'Amacinta. Bonjour à la population de Lagui. Et bonjour à la population de Boussoura, de Madinakossi, c'est d'Ankoubia. De Lagui, c'est d'Ankoïn. De Lopous, c'est d'Amacinta. Bien, le micro, hein. Ça fait du 4 de ce matin. Hein. C'est la découverte de la Guinée profonde et c'est Yaya Diallo comme il sait bien le faire. Moi, je crois qu'il a abandonné. Hein. Ouais, il a abandonné. C'est important. Non, c'est parce que je n'ai pas de temps. Bien, c'est important. Tu connais un transistor? Non. Malheureusement, tu n'as pas fait l'électronique. Sinon, pour ceux qui ont fait l'électronique, ils savent ce que ça veut dire. C'est pourquoi quand je te dis relais, je sais pourquoi je le dis. Hein. Le transistor, c'est l'homme à tout faire. Il est au four et au moulin à la fois, pour ceux qui savent un peu, ceux qui comprennent les termes électroniques. On parle de ce premier sujet, Guinab Diallo. Je fais exprès même de commencer par toi. C'est ce droit d'accès à Internet. Ousmane Gawal Diallo qui essaie de faire un revirement de situation à 180 degrés. L'homme prétend, entre griffes, je cite, que ses propos ont été détournés à des fins de propagande. L'homme se bute une nouvelle fois, il faut le dire. Quand j'ai lu cette autre sortie d'Ousmane Gawal Diallo, je ne faisais que me marrer parce que... Il enchaîne les dérives. Je vous assure qu'il n'a rien dit, en tout cas dans cet écrit-là. Absolument rien. C'est parce que... Justement, il a compris que quelque part les Guinéens savent ce qu'ils veulent et que cette sortie médiatique qu'il avait faite n'était pas la bienvenue, voilà. Et je pense qu'il a profité de ce compte rendu du Conseil des ministres pour nous dire qu'on n'avait pas le droit, qu'aucun Guinéen n'avait le droit à l'accès à l'Internet.
et qu'à travers, il l'a dit d'ailleurs de façon assez banalisée, si vous avez suivi le conseil, vous avez suivi cette conférence, voilà, cette conférence de presse, vous l'aurez compris, il n'a pas pris assez de temps pour développer cette situation qui a été quand même depuis plus de 4 jours avant le Conseil des ministres, le sujet le plus brûlant de l'actualité guinéenne. Il faut dire que le sujet n'a pas été débattu en Conseil des ministres. Oui, justement, ça n'a pas été débattu, mais lui, il a saisi en tout cas l'opportunité pour parler de ça, parce qu'il avait la presse en face, et après, il a aussi abordé le sujet de responsabilité de chaque journaliste guinéen. Je pense qu'il s'est beaucoup plus attardé sur ce sujet, parce qu'il saisit des opportunités pour attaquer la presse. Je pense qu'à ce niveau, que Ousmane Gawal n'est pas la bonne personne pour nous parler de responsabilité du journaliste. Je crois que vous avez suivi un peu comme moi la réaction au sein des partis politiques, la société civile et puis les activistes des droits de l'homme. Oui. Je crois que cette phrase qu'il a employée, vous n'avez pas droit à l'Internet, n'était pas vraiment une phrase... L'Internet n'était pas un droit. L'Internet n'était pas un droit. Donc, aucun Guinéen, je crois que même ceux qui n'ont pas été à l'école ont été touchés par cette phrase. Et c'est ce qui fait qu'il a vu l'ampleur que ça a pris. Et à travers les réseaux sociaux, ça a été un challenge d'ailleurs. Vous voyez quelque part écrit, on n'a pas droit à manger. On n'a pas droit à dormir, on n'a pas droit à aller à l'école. C'est pour lui dire que tout simplement... Parce que c'est aberrant venant d'un ministre. Surtout un ministre porte-parole du gouvernement. Et de ce ministre, merci, des postes et télécommunications. Et de l'économie numérique. Voilà. Évidemment. Si seulement Ousmane n'avait rien à dire, puisque c'est un débat... C'est un débat qui devait se faire autour du Conseil des ministres et que lui-même, il devait soulever parce que son ministère, je pense que coiffe l'ARPT et comment on appelle la GILAB. Il devait, lui, en personne, proposer ce sujet-là et entendre ses collègues ministres. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait parce que pour lui, ça n'a aucune importance. Tout ce que le ministre Ousmane Gawal sait faire, c'est de s'attaquer aux gens avec des gros termes parce qu'il pense que les autres n'ont pas été à l'école et que c'est lui seul qui a été à l'école. Je pense que cette autre sortie est une autre sortie ratée de lui. Ça n'a aucun sens pour nous. D'ailleurs, il dit que l'Internet, ce n'est pas un droit, mais c'est là qu'il est venu donner sa réponse. Une fois de plus, qu'il sache qu'il est en train de se contredire. Oui, et il dit plutôt que l'Internet, c'est un service. Que c'est un service. C'est un Gorko Sousei, c'est Ousmane Gawal. Non, je pense... Ousmane Gawal Diallo. C'est Ousmane Gawal Diallo, tout oui, simplement. il est venu se justifier, mais ça n'a vraiment pas eu de sens parce que il est revenu sur la même chose, il continue. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il redescende un peu sur terre. Quand on dit quelque chose qu'on ne devait pas dire, la meilleure façon, l'humilité voudrait que la personne revienne pour dire j'ai fait une erreur, j'ai compris. Et voilà ce que j'ai voulu dire. Mais il s'entête en nous disant que les gens ont essayé de détourner un peu le débat, que sa déclaration a été utilisée à des fins de propagande. Voilà, justement, je crois que c'est quelque chose qui n'a vraiment pas lieu d'être. Nous, on n'a rien compris dans ce qu'il veut dire. Il ne fait que se répéter. Et ce qui est sûr, aujourd'hui, ça fait 11 jours qu'on est plongé dans cette situation. Rien n'a été fait. Et on continue à l'accuser. Il est derrière tout ce qui se passe parce qu'à travers Internet, les gens vont continuer à relayer des informations sur des sites d'information. Je pense que c'est le prolongement d'ailleurs de ce qui est en train d'être fait. Restriction de médias, brouillage d'ondes. Et voilà, maintenant, c'est l'Internet qui a été l'autre cible d'Ousmane Gawal Diallo. Nous sommes au pays de Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Justice, boussole de la transition, il avait dit c'était un 5 septembre 2021. Akila qui l'avait applaudi aujourd'hui est déçu. Akila, rebonjour. Bonjour, rebonjour. C'est que je ne voulais même pas revenir sur ce sujet tellement que je l'avais brossé l'autre fois avec Yaya dans ce même studio. Si Ousmane Gawal Diallo fait une autre sortie pour... mettre les choses claires, pour moi c'est une utopie.
C'est le summum de la bassesse. On n'avait d'ailleurs pas besoin qu'il fasse une telle sortie, parce qu'à voir l'homme, on sait qu'il est l'incarnation de toutes sortes de maliciosité dans l'administration guinéenne. Et s'il veut faire une sortie pour remettre une autre pendule à l'heure, c'est que c'est ça, c'est son problème. Ouais. Tout ce que je peux dire au colonel, c'est de faire très attention à cet homme. Parce qu'Ousmane Gawal de l'opposition, Ousmane Gawal, le porte-parole même de l'opposition d'hier, Ousmane Gawal, le porte-parole d'aujourd'hui au sein du gouvernement, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est la même personne, la même figure, le même visage, les mêmes propos, mais il faut rappeler à ces hommes qui étaient hier, même pas que lui, hein, à ces hommes qui étaient dans l'opposition hier et qui se retrouvent aujourd'hui ministres, qu'aucun insolent politique d'hier ne peut nous imposer son dictat aujourd'hui. Bien. Si la connexion est coupée, Ousmane Gawal pouvait faire une sortie pour dire c'est ça, ou laisser l'ARPT faire son travail. Ou dire que nous sommes en train de rétablir. Exactement. En tout cas, trouver des arguments solides, même pas convaincants, pas convaincants, mais qui puissent aider l'auditoire. Exactement. Évidemment. Exactement. Mais je comprends sa politique. Vous savez, s'il fait une sortie qui est mal animée par l'opinion, appelé par le colonel, parce qu'on lui rappelle souvent à l'ordre, c'est quelqu'un qui a toujours eu des propos péjoratifs et autres. Mais on comprend bien, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi ces gens-là ont profité du sang, des arrestations de certains jeunes de l'Axe pour qu'ils soient aujourd'hui ministres. Mais Dieu merci, je l'ai rappelé une fois, Djadja a hilarisé mes propos, mais c'est ça aussi la vérité. Si Ousmane Gawal mourait dans les géoles du régime Condé, on allait pleurer et célébrer un faux héros. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite. Non, on allait célébrer un faux héros. Pas qu'on ne le souhaite pas. Mais Dieu merci. Ça pour personne. Hein. Dieu merci qu'il est aujourd'hui ministre. Et on voit le vrai visage, la facette de cet homme. Bien. Selouda Ndiallo doit demander pardon à Fode Oussou Fofana et Shérif Ba. Parce que quand il faisait des bévues, on le rappelait à l'ordre, mais Selou faisait toujours une sortie pour dire non, il faut laisser. En fait, il était caressé par l'UFDG. Le chouchou même gâté, oui, de Selou. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Mais à ce directeur de l'ARPT, on sait qu'il écoute toutes les émissions. C'est lui le premier responsable. Il est l'autorité même qui régularise ce secteur. Qui régule. Qui régule, pardon, merci de me prêter l'expression. Des fois, ça arrive, qui régule ce secteur. Si lui, on sait déjà que c'est un avare qui n'organise ni les conférences de presse, qui n'organise d'ailleurs ni les conférences de presse, qui n'appelle même pas les médias, qui s'est aussi bunkérisé dans son bureau là-bas, c'est lui-là qui est derrière tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans ce pays. Pas qu'Ousmane Gawal. Et les propos tenus par Ousmane Gawal, parce que c'est le seul tenant et responsable de ces propos, tenez-vous bien, il n'est pas soutenu par certains ministres, par certains de ses homologues, parce que ces propos-là, ça n'engage que lui, c'est lui qui les a tenus. Oui, évidemment. C'était en réponse à une question des journalistes. Exactement. Le contexte même. Exactement. Et surtout, ce qui m'a un peu mis mal à l'aise chez Ousmane, c'est quand il veut rappeler la responsabilité des journalistes, cette responsabilité sociétale des journalistes. Ça m'a fait marrer. L'homme que moi j'ai connu, je le rappelle encore une fois, n'a de leçon de morale à donner à personne dans ce métier, dans ce pays-là même s'il le faut. Avec des propos péjoratifs excessifs, qui avaient même appelé à une rébellion qui s'est arrêtée à l'Assemblée nationale pour dire que les citoyens, la population de l'Axe doit s'armer pour faire face, entre guillemets, à ces bidasses. Si l'histoire pouvait au moins faire un petit rappel, je crois qu'Ousmane Gawal n'allait même pas gérer un poste de planton dans ce pays. Qu'il fasse très attention, qu'il mette de l'eau dans son Nyamankungi. Parce que nous,
nous n'avons pas peur et nous n'aurons pas peur de quelqu'un dans ce pays. Bien. Tant qu'il s'agit de dénoncer ces atrocités, ces cruautés, nous allons y faire face. Bien. Parce qu'il s'agit de la République. Yaya Diallo, par rapport à cette nouvelle sortie, ce revirement de situation, je rappelais tantôt avec Inab de 180 degrés, de mal en pire, Ousmane Gawal s'enfonce de plus. Écoutez, je crois que chacun porte le regard de sa vie et chacun a le visage de son âme. Je crois que c'est Ousmane tel qu'il est qu'on a connu. Pour ceux qui s'étonnent ou peut-être surpris de sa sortie, c'est de leur droit. Et pour ceux qui connaissent l'homme, je crois que c'est il ne fait que confirmer ce qu'il a été toujours. Ouais. Maintenant, quant à sa sortie, je suis de ceux qui pensent qu'il y a attention. Le micro, je pense que... je parle. Oui, vas-y. Oui. Le problème peut-être technique. Technique, oui. Bien. Je suis de ceux qui pensent que Ousmane, dans sa sortie comme dans ses sorties antérieures, est en étroite collaboration, en adéquation, pour ainsi dire, avec la ligne gouvernementale de la transition. Ouais. Je ne pense pas que Ousmane Gawal fut-il porte-parole du gouvernement, puisque porte-parole, ça sous-entend celui-là qui porte la parole du gouvernement, la voix du gouvernement, après que cela soit entériné naturellement lors du conseil de ministres et tout ce qui s'ensuit. Il fait la restitution. Alors, si M. Gawal pense que l'Internet n'est pas un droit, à mon avis, il ne faut pas à tout bout de champ qu'on essaie de taper sur lui personnellement, mais ça sous-entend tout simplement, c'est une décision, c'est un avis partagé de l'ensemble des membres du gouvernement. Je crois que c'est important que cela soit dit. Ensuite, puisque jusque-là, aucun membre du gouvernement, ou le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, le président de la République ou autre cadre de la transition, n'a daigné prendre la parole pour dire attention, cette prise de position n'engage que M. Ousmane Gawal. Donc je crois qu'il faut que nous faisions beaucoup attention dans nos prises de position pour faire état de ce cas-là. Et vous voyez très bien que c'est un élément qui consécutif au brouillage de jeunes de certains de nos confrères. Ouais. Alors si on nous dit qu'aujourd'hui l'accès à Internet n'est pas un droit, mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai qu'expressement, ce qu'il faut dire dans notre pays, expressement, ce n'est écrit nulle part. Mais quand on revoit, je crois que pour tout homme qui est pris d'une conscience tranquille, ne peut pas se permettre de le dire. Parce que l'accès à Internet, ou l'Internet est l'ensemble d'une jouissance d'un certain nombre de droits. Notamment le droit à l'information, le droit à l'éducation, le droit au commerce et tout ce qui s'ensuit, d'entreprendre et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Alors aujourd'hui, à l'ère où nous vivons, on ne peut pas faire ce genre de choses-là sans Internet. Ouais. La communication du gouvernement aujourd'hui, c'est numérisé. La communication à la présidence, c'est numérisé. La communication de toutes ces institutions aujourd'hui, ça passe par Internet. Oui. Donc, à mon avis, si quelqu'un qui jouit de toutes ces facultés ne peut pas se permettre de dire que l'Internet n'est pas un droit. Il parle plutôt de service. Oui, il parle d'un service, bien entendu. Mais on doit quand même essayer d'approfondir les choses et de savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de son département. Éventuellement, certaines institutions qui relèvent, ou certaines directions qui relèvent de son département. Puisque M. Gawal l'avait dit, il y a un certain nombre de choses que la RPT entreprend sans pour autant que lui, ministre de tutelle, ne soit informé. Oui. Et que la RPT agit. Bon Dieu. Donc ça sous-entend tout simplement à un certain niveau. Je crois que ça veut dire tout simplement s'il y a eu brouillage à un certain niveau et qu'on nous apprend que seule la RPT est habilitée de procéder à ces genres de choses, ça sous-entend tout simplement nous devons aller creuser de ce côté-là et savoir évidemment qui serait derrière. Parce qu'on m'apprend que les fournisseurs d'accès à les fournisseurs d'Internet fournissent déjà l'Internet normalement. Okay. Qui diminue le débit? Est-ce que c'est dans le dispatching que le débit est cassé? Pourquoi cette restriction à travers les réseaux sociaux, les fournisseurs ne peuvent pas le faire, c'est la RPT qui peut le faire. Donc là, il y a un quiproquo qui ne dit pas son nom. Tout à fait. Donc il y a une véritable dichotomie. Maintenant, nous sommes dans cet état de fait malheureux parce que c'est un constat amer qui fait qu'aujourd'hui, sans l'aide de ces VPN-là, aucun Guinéen ne parvient à se connecter comme ça se doit. Des VPN qui exposent l'État. L'État guinéen. L'État guinéen, son peuple. Oui. Dangereusement. Oui, on aura en tout cas mardi ou mercredi un expert ou un consultant en développement numérique qui va nous expliquer un peu les effets néfastes de ces VPN. C'est important. Bien. La GILAB, c'est vrai que la GILAB
ne peut pas de près ou de loin d'être impliqué sans pour autant que le ministère lui-même ne soit informé. Mais nous avons aussi l'organe de gestion de Backbone, effectivement, qui pourrait avoir ce qu'on appelle sa responsabilité là-dedans. Mais puisque le ministre lui-même a pris le devant, puisque sachant très bien qu'il ne peut en aucun cas c'est dédouaner ou se tirer d'affaire de cette situation, puisque tout tourne autour de son département. C'est lui le ministre de Télécom. Et de par ses sorties antérieures, parce que c'est important de le rappeler, de par ses attitudes, on a cru comprendre qu'il ne peut pas être responsable directement, mais indirectement, il peut être là-dedans. Parce que s'il n'était pas d'accord ou s'il n'était pas informé, il aurait dit quand même communiquer à qui des droits et dire attention, ce qui se passe au niveau de mon département, puisque c'est une institution qui a des démembrements. Je ne suis pas informé et ce n'est pas bon pour la transition. Bien. Il ne l'a pas fait. Et plus loin, c'est lui qui sort pour nous dire encore une fois que l'Internet n'est pas un droit. Bien. En attendant de... J'estime, vas-y. Pour finir, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, encore une fois, peut-être le colonel est au courant, s'il a des adversaires et s'il y a des gens là-dedans qui sont en train de dévoyer la transition, Ousmane en a un. Bien, voilà. En tout cas, Ousmane Gawal Diallo qui doit faire très attention, le ministre porte-parole du gouvernement, qui va de mal en pire, de communication tout au moins ratée. Le ministre doit en tout cas s'assumer. Il faut le rappeler parce que nous sommes dans un état de droit et il faut une fois encore rappeler au ministre que l'accès à Internet est un droit en plus fondamental. Inaliénable. Il faut faire très attention. On essaie tout à l'heure de prendre notre premier invité, Ousmane Keïta, qui est le président de l'Union des consommateurs du Guinée. Avec lui, nous allons parler de restriction de l'accès à Internet, du brouillage des ondes de radio, les pertes économiques énormes pour des entreprises, notamment des sites Internet. Aujourd'hui, les sites d'information qui ont du mal à travailler. Aujourd'hui, des emplois qui sont menacés dans beaucoup de médias. En tout cas, nos pensées à nos confrères de Joma Media, de FIM FM et de Espace FM, évidemment, qui sont dans ce lot. On les appelle, nous, ici, des médias brouillés. Pour quelle raison? Nul ne le sait, parce qu'aucune communication officielle n'est faite de ce côté. Oui, à la réalisation, si tout est prêt, on va essayer de joindre monsieur Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée, qu'on va essayer de joindre au téléphone pour évidemment nous parler des dispositions prises par l'Union des consommateurs de Guinée et évidemment de nous expliquer un peu quelles sont les marches de manœuvre prises par cette association chargée de défendre le consommateur guinéen, parce que qui parle de consommateur guinéen parle évidemment de droit à l'information. Aujourd'hui, les radios, ces médias télé et radio sont là quand même pour informer les populations qui restent quand même des consommateurs. Et nous allons essayer de le joindre. Si tout est bon chez Michel, monsieur Ousmane Keïta, bonjour. Monsieur Keïta, bonjour. Petit souci. Monsieur Keïta, bonjour. Malheureusement, on m'apprend que M. Keïta, on a de petits soucis techniques. En attendant d'avoir M. Keïta, aujourd'hui, des emplois sont menacés. L'a rappelé le directeur général de Joma Media la dernière fois. Des emplois qui sont menacés parce que la plupart des radios en République de Guinée sont des radios commerciales, des radios qui ne vivent que de publicité. Si le signal est brouillé, oui, les annonceurs vont quitter et l'entreprise risque de faire faillite. Oui, vas-y, Guénam. On va attendre d'abord que la technique nous règle tout ça. Monsieur Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation dans cette émission Le Scanner. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée, UCG. Oui. Monsieur Keïta nous reçoit? Oui, je vous reçois très bien. Oui, monsieur Keïta, on parle de la restriction de l'accès à Internet et du brouillage des ondes de radio en République de Guinée. Vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée, des consommateurs qui sont privés aujourd'hui de leurs droits, puisque s'ils n'ont pas accès à Internet, les ondes de radio, de certaines radios sont brouillées. Aujourd'hui, est-ce que le consommateur n'est pas menacé ou tout au moins n'est pas victime de violation de ses droits? Très bien. Alors, je vous remercie encore une fois pour
message que vous nous tendez pour pouvoir nous expliquer sur cette situation et que tous les consommateurs à travers le pays soient informés effectivement de ce qui se passe. En réalité, surpassons même le droit. Allons vers le constat. Le constat, c'est que à date, nous n'avons pas accès à différentes plateformes que vous connaissez qui sont extrêmement utilisées et pour lesquelles les consommateurs souscrivent à Internet, c'est WhatsApp, Meta et ainsi que d'autres plateformes. Donc, depuis un certain temps, effectivement, nous avons constaté qu'il y avait des difficultés d'accès à ces plateformes-là. Et effectivement, je peux vous le confirmer, ça nous porte un gros préjudice, non seulement sur le point de vue, on va dire, économique, parce que vous savez que pour pouvoir atteindre ces plateformes, les consommateurs utilisent maintenant ce qu'on appelle le VPN. Et le VPN multiplie le coût de la communication par plusieurs, par 2 ou par 3. D'accord? D'un autre côté, effectivement, les opérateurs eux-mêmes en subissent de plein fouet les conséquences dans la mesure où cela joue effectivement sur le produit qu'ils mettent à la disposition des consommateurs qui est Internet. Troisièmement, il y a aussi les milliers de personnes qui, depuis très longtemps, communiquent maintenant via WhatsApp parce que effectivement la communication en réalité coûte cher. Alors tout ça, ça impacte le panier, le portefeuille donc du consommateur, donc le panier de la ménagère. Et oui, je peux vous dire et l'affirmer que ça nous porte vraiment de graves préjudices. Bien. Aujourd'hui, pour ces entreprises de médias, pour ces radios, et qui se retrouvent dans cette situation, aussi qui ont des emplois menacés, mais de l'autre côté qui n'arrivent plus à satisfaire l'auditoire. Que répondez-vous à cette situation? Comment vous percevez cette situation de votre côté? Je peux répondre à la question, s'il vous plaît, un peu plus fort parce que... Oui, je disais, vous me recevez. Je dis, au-delà de cette restriction à Internet, il y a le brouillage des ondes de radio, des radios qui emploient des jeunes, des centaines de personnes, aujourd'hui, qui, si le signal ne passe pas, perdent de la crédibilité, cette crédibilité auprès des annonceurs. Aujourd'hui, qui sont menacés parce que cela n'est pas carrément lié à la hack, il faut le dire. Ça, c'est le consommateur lambda. Il y a plusieurs aspects qui sont liés à cela. Celui qui veut communiquer, le commerçant ou l'annonceur, ne parviendra pas à communiquer sur ces ondes. De l'autre côté, ces radios qui ne vivent aujourd'hui exclusivement de ces annonces ne peuvent plus continuer à maintenir l'entreprise, à garder le cap. Peut-être qu'ils peuvent, en tout cas si la situation persiste, qu'ils peuvent mettre les clés sur le paillasson et peut-être fermer. Merci pour la question. C'est pour ça que nous parlons de conséquences économiques graves. Écoutez, je ne veux pas seulement parler des consommateurs, puisque vous-même, les produits que vous produisez, pour ne pas faire de jeu de mots, sont des produits que nous consommons. Oui. Donc, toujours est-il que c'est une chaîne. Je n'ai pas dissocié le cas, effectivement, des brouillages, si le français est bon, des radios, etc., au cas, justement, des consommateurs. Pour moi, c'est une conséquence logique. Voilà, donc nous, ce que nous avons fait, en tout cas, donc le plaidoyer que nous avons fait d'abord auprès des opérateurs de téléphonie, parce que effectivement, c'est devant eux, c'est à eux que nous répondons et c'est eux qui répondent de nous, justement, c'est de savoir quelles sont les dispositions qu'ils ont pris, qu'ils ont eu à prendre, n'est-ce pas, pour effectivement dédommager le consommateur, pour l'accompagner justement dans ces difficultés-là. Après, nous sommes montés un peu plus haut, d'accord, en touchant toutes les parties prenantes. Je veux parler de la RPT, je veux parler de la GILAB, je veux parler de l'ANSSI, etc. Vers qui nous sommes, je veux parler du ministère des Télécoms, vers qui nous sommes partis, mais qui n'ont pas, en tout cas selon les retours que nous avons eus, qui ne savaient pas où se situait vraiment le problème. Et c'est dans ce sens-là que nous avons lancé un cri du cœur donc à Monsieur le Président, chef de l'État, parce qu'effectivement, quel que soit le problème, d'où qu'il vienne, en réalité, c'est Monsieur le Président, chef de l'État, qui est garant de notre bien-être, qui est garant du respect de nos droits, qui est garant de notre sécurité. Alors c'est un cri du cœur que nous nous lançons parce que effectivement, le consommateur est vraiment en train de souffrir par rapport aux conséquences économiques. Alors je profite de votre antenne pour encore lui lancer justement ce cri du cœur. Et je reste convaincu, je vais vous dire, qu'il sera sensible à ce cri du cœur, qu'il va nous écouter et qu'il va faire en sorte de trouver la solution pour le bien-être des populations. Oui, alors, M. Keïta, au-delà de certaines démarches que vous avez menées auprès du ministère des Télécoms et de certains de ses démembrements,
et qu'ils vous disent qu'ils ne savent pas où se trouve le problème, est-ce que vous avez pris la responsabilité sur vous de savoir éventuellement à qui on peut imputer cette responsabilité de restreindre l'Internet dans notre pays? C'est une très très belle question. Je vais vous dire, on a classé les choses par priorité. La priorité pour nous, au-delà de savoir qui a fait là, c'est de nous ramener Internet. Ça, c'est la priorité. D'accord? La seconde mission, ça serait effectivement de savoir qui est à l'origine de ça pour que, effectivement, les consommateurs soient dédommagés, pour que tout ce qu'ils ont eu à faire pendant tout ce temps-là, ils puissent retrouver ça. Vous savez, vous-même les journalistes, vous qui êtes là, vous êtes très intelligents. Moi, je vous aime bien, vous êtes tous mignons. Mais le truc, c'est quoi? C'est que depuis 5, 6 jours, 7 jours, je suppose que vous-même, vous êtes en train de partir justement vers, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous êtes en train de partir vers la médiation, parce que ça fait 5-6 jours, effectivement, il n'y a pas d'action concrète, même de votre niveau, même à votre niveau, mais je comprends aussi qu'il n'y ait pas d'action concrète dans la mesure où je reste convaincu que vous êtes dans le sens, justement, vous êtes parti dans le sens de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas en un jour que vous avez pu le faire, puisque ça fait 4, 5 jours, 6 jours que ça dure. Et je vais vous dire, on est dans la même logique que vous, on est dans la même démarche que vous. Nous sommes en train, effectivement, de notre côté, d'essayer de comprendre ce qui se passe avant, effectivement, de voir ce qu'il allait de faire par rapport à tout cela. Oui, Jenna. Alors, Monsieur Keita, moi je voudrais savoir, puisque dans l'opinion on entend... Oui, madame, excusez-moi, vous avez une très belle voix, mais seulement je n'entends pas bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je voulais vous demander cette question par rapport à l'impact que donne votre structure sur le terrain, parce que beaucoup... de citoyens, en tout cas dans l'opinion, on pense que vous dénoncez quand il y a un problème, mais qu'on ne sent pas l'impact de votre structure. C'est comme si les autorités, à tous les niveaux, quand il y a un problème, récemment, c'était il y a 8 mois, vous avez fait une autre sortie par rapport au délestage du courant, vous avez interpellé EDG. Et cette fois-ci, c'est cette coupure d'Internet. On pense qu'il n'y a pas un impact au niveau de votre structure. Vous n'êtes pas entendu au niveau de nos autorités. Est-ce qu'au-delà du fait d'annoncer, vous avez d'autres prérogatives, d'autres priorités? Vous pouvez faire autre chose qui peut ramener nos autorités à leur responsabilité? C'est de cela, c'est ça ma question en fait. Très bien, madame la charmante journaliste. Écoutez, on dit souvent que les cris sont collectifs, mais les destins sont individuels. Vous savez, le plus important pour chacun de nous, pour chaque acteur, c'est de poser une action, c'est de faire des choses en fonction de sa conscience. Ce que les autres peuvent comprendre, peuvent percevoir est une chose, d'accord? Ce que vous faites en fonction des populations, en fonction du peu de temps que vous donnez à la chose commune, et en fonction de votre conscience est extrêmement important. Nous avons déjà eu effectivement plusieurs résultats dans plusieurs actions que nous avons pu amener, non seulement au niveau des opérateurs, au niveau de l'électricité, dans pratiquement tous les secteurs. Peut-être que nous n'avons pas assez communiqué, et effectivement, si on ne communique pas assez, le consommateur n'est pas informé, donc il peut avoir cette impression. Je vous assure que ce n'est qu'une impression. Maintenant, quand vous me dites quelle action concrète qu'on peut faire, si j'ai bien compris la question, je ne sais pas si c'est celle-là, ou qu'est-ce qu'on va faire, quelle est l'autre étape qu'on va franchir, je vais vous dire, on a une arme pour nous qui est extrêmement forte et puissante. Ça s'appelle la médiation, ça s'appelle la concertation. Beaucoup m'ont appelé parce que beaucoup espéraient que j'allais dire à toute la population de Guinée de descendre dans la rue parce que nous n'avons pas Internet. Je serais désolé de vous décevoir, on ne le fera pas parce que pour le moment, ce n'est pas effectivement la politique que nous mettons en place lorsqu'il y a des conflits de ce type-là. Nous avons déjà essayé plusieurs fois. Vous-même, vous avez dit qu'on a pu agir au niveau de l'électricité, etc. Tout ça, c'est en passant par la concertation. Je ne pourrais pas non plus vous dire que nous allons utiliser la violence parce que ce n'est pas de notre sort et mieux, ce n'est pas de nos principes. On va continuer de faire de la médiation, on va se rapprocher des différents opérateurs, on va se rapprocher des différentes structures de l'État par rapport à vous et on va continuer notre combat en faisant des plaidoyers. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des idées, vous êtes aussi une consommatrice. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à part ça
si ce n'est que de renforcer le plaidoyer, de renforcer le lobbying pour que nous ayons effectivement Internet. Alors, monsieur Keita, puisque vous êtes une organisation de défense des droits des consommateurs et que l'Internet, pour vous, est un droit inaliénable, alors que le porte-parole du gouvernement, dans une de ses sorties récentes, le jeudi passé, il avait coupé court en disant que l'Internet n'est pas un droit. Est-ce qu'en le disant, il ne met pas fin à votre combat? Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est une très bonne question, mais je vais vous dire deux choses d'ailleurs. On est en démocratie. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Monsieur le ministre des Télécoms a donné son avis, il faut lui concéder cela. Il a le droit de donner son avis. Mais malheureusement, c'est un avis que nous ne partageons pas, parce qu'effectivement, à date, les Internet véhiculent effectivement les informations qui sont effectivement le premier droit sacro-saint du consommateur. Et dès lors où même les plateformes qui véhiculent effectivement ces informations-là sont, on va dire, restreintes, mais là, il y a un petit souci, c'est que nous n'avons pas effectivement accès à l'information, donc notre droit est touché. Donc, si vous voulez connaître mon avis par rapport à cette situation, c'est cet avis-là. Bien, cette question peut-être avant celle de Guénab. Aujourd'hui, on parle de l'UCG, on parle des consommateurs qui sont primés. Vous dites que, notamment, vous lancez des cris de cœur, vous évitez les affronts. Hein, si je dois comprendre entre les lignes ce que vous avez dit. Aujourd'hui, est-ce que si vous n'avez pas gain de cause, je reviens sur la question de Guénab, l'UCG va mener des actions fortes, soit une marche pacifique pour dénoncer cela ou autre chose? Alors, je vais vous dire une chose. Vous allez encore estimer, ou en tout cas d'autres vont estimer que c'est un jeu de mots ou c'est un truc, mais en fait c'est la réalité. Vous savez, vous, monsieur le journaliste que je connais très bien, qui êtes un combattant de la première heure, qui êtes courageux, et puis je pense qu'il y en a un d'entre vous là, qui est sur le plateau, je sais aussi qui est très très courageux. Je reste convaincu que quand vous allez au combat, vous n'allez pas en estimant que vous allez avoir une défaite. Vous allez au combat en estimant que vous allez gagner. Je ne pense pas, en tout cas, de mémoire d'homme, que le président, monsieur le président, chef de l'État, soit insensible à nos cris du cœur, dans la mesure où, effectivement, comme il l'a dit, il est là pour les populations. Permettez-moi d'espérer que très bientôt, nous aurons Internet. Permettez-moi d'espérer parce que je suis convaincu que les plaidoyers que nous sommes en train de mettre en place, le lobbying que nous sommes en train de faire va porter fruit. Acceptez que je crois en ma victoire. Bien, c'est que déjà compris. Guinab Diallo pour la dernière question. Non, ma question justement c'était de lui demander est-ce que leur seul espoir aujourd'hui, c'est leur cri de cœur adressé au chef de l'État. Mais déjà il l'a dit dans sa réponse. Donc oui. Alors, monsieur Keita, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu répertorier les conséquences que cela a pu quand même engendrer vis-à-vis de nos citoyens, puisque nous sommes quand même dans le e-commerce et que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui passent leur business à travers le numérique. Est-ce que vous avez pu, à travers vos antennes à l'intérieur, pouvoir comptabiliser et éventuellement, si vous allez vous adresser à qui des droits, exhiber ça sur table pour peut-être estimer les conséquences que cela a pu engendrer? Très bien. Et je vous vois de là où je suis. J'ai l'écran devant moi. Vous êtes jeune et je sais que vous avez la mémoire solide. J'ai dit tout à l'heure que effectivement, ça avait des conséquences économiques effectivement sur les consommateurs. Vous avez compris que par rapport à l'accès même, c'était difficile. Par rapport aux activités commerciales de certains consommateurs qui exercent effectivement dans le secteur donc du e-commerce, c'était un problème. Est-ce qu'il faut répertorier de façon quantitative les dommages que ça a pu créer? Nous, ce qu'on sait, c'est que, et on en profite, on a lancé un appel effectivement à l'ensemble des consommateurs qui se sentaient touchés, qui ont été touchés justement par cela, pour effectivement nous recenser, éventuellement chiffrer effectivement les pertes qu'ils ont pu effectivement engendrer. Mais au-delà de ces pertes commerciales, je reviens encore sur le consommateur lambda que nous sommes. Je parle de vous, je parle de moi, je parle à d'autres personnes. Il y a toujours un dommage qu'on a subi et qu'on ne peut pas quantifier. Ouais. Donc voilà, on essaie de faire ce jeu, on va dire, d'équilibre pour que on ait à peu près une estimation, on va dire, probable, mais en réalité, c'est inestimable. Bien.
Ce qui est déjà compris, Monsieur Keita Ousmane, je rappelle que vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Merci de vous prêter à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci également. Tout à l'heure, nous allons parler de transition et de sa conduite, surtout des actions menées par les acteurs de la société civile. Notre second invité, il est le porte-parole du Front populaire pour la stabilité nationale, FPSN. Son nom, M. Sile Kourouma, il sera tout à l'heure dans ce studio avec nous. Restez à notre compagnie, vous êtes sur le média du développement. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez... La transition est une période très sensible où tout peut vaciller. Pour éviter d'assister à cette malheureuse réalité, favoriser la réussite de la transition, les acteurs de la société civile guinéenne s'impliquent et mettent les bouchées doubles, surtout dans le cadre de la sensibilisation. Suffira-t-elle pour le cas guinéen? Notre invité est déjà sur ce plateau, M. Sile Kourouma, porte-parole du Front populaire pour la stabilité nationale, FPSN. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour, monsieur Abdallah Kamara. Merci d'accepter notre invitation et d'être dans ce studio avec nous. Je suis ravi. Première question, la conduite de la transition. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, depuis les premières heures de la transition, j'ai cru vous entendre sur un certain nombre de questions. Ces questions où vous-même, vous parlez de sensibilisation, de réussite forcément de cette transition. Nous sommes à 2 ans. 2 ans. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, quel est votre bilan? Monsieur Abdallah, je suis très ravi. Je vous remercie très sincèrement d'avoir m'invité aujourd'hui dans votre émission. Vous savez, le pays là, il faudrait que les Guinéens s'acceptent et assument de leur destin. Quand je dis destin, c'est que Dieu a prévu dans notre société, qui peut être le mieux pour le développement de notre pays. Il faudrait que les Guinéens acceptent. Il faudrait que nous acceptons entre nous. Il faudrait qu'on se donne le temps, qu'on laisse à crier, qu'on laisse à acclamer tous les jours. Quand Abdallah vient aujourd'hui, on acclame, 2 jours, 3 jours, on commence à l'insulter. On ne lui donne même pas le temps pour pouvoir
forger tous ses efforts afin de réaliser le rêve qu'il a tant souhaité. Donc, quand je prends le bilan de la transition aujourd'hui, je dirais que j'ai deux phases d'appréciation. La première phase, ça peut être positive. La deuxième phase, ça peut être négative. La positivité, je commence par ça. Quand le régime du professeur Alpha Condé était en place, un moment arrivé, on a dit que vraiment Alpha ne peut plus, qu'Alpha n'a qu'à quitter. Ce n'est pas un homme de principe. Il ne fait pas sanctionner les gens quand ils commettent des erreurs. Il y a des gens qui sont en train de détourner, d'autres sont en train de gâcher, d'autres sont en train de tuer. Tout cela a été dit. On dit Alpha n'est pas bon, il faudrait qu'il quitte. Dieu a fait qu'il y a quelqu'un qui est venu enlever Alpha Condé. Et cette personne a été acclamée. Où on a vu des jeunes Guinéens, filles comme garçons, qui se mettaient sur les chars de combat pour pouvoir donner des caresses et des bijoux à des militaires qui ont fait le coup d'État. Cela veut dire que c'était une animation totale et une acceptation totale de toute la population guinéenne. Parce que Conakry est le reflet de la Guinée. Donc, ça n'a pas duré. On dit que Doumbouya là aussi n'est pas bon, il faut qu'il quitte. Maintenant, au lieu qu'on laisse derrière lui pour lui donner le temps, afin qu'il puisse au moins, entamer toutes les étapes qu'il a entrepris dans la charte de la transition, si on ne lui donne pas le temps, est-ce que alors le temps que Doumbouya a dit qu'il pourra faire quelque chose d'ici 2024, ça pourra aboutir? Ça ne pourra pas aboutir. Donc ça c'est un côté. Donc pour vous tout va bien pour le moment? Pour moi, pour le moment, tout ne va pas bien. C'est que je dis, j'ai deux côtés. Le premier côté peut être côté positif, le deuxième côté peut être côté négatif. Alors, M. Kouma, dites-nous qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif? Ce qui est négatif, que je déplore dans cette transition, c'est le comportement de certains cadres. Certains cadres, je dis encore certains cadres. Pas tous les cadres. Pas tous les cadres, hein, certains cadres. Parce que quand soit une communauté ou une entité sociale, il y a des bons grains, il y a des mauvais grains. Donc le comportement de certains cadres, c'est quoi? Vous savez, nous sommes en train de subir, il faut dire, de subir ce qu'on appelle la chasse à l'homme. Tel était aux affaires hier, aujourd'hui il n'est plus, donc c'est moi qui suis là, je l'enforce, il faut le suivre, il faut le poursuivre tantôt tard là, même si tu n'as pas de preuve. Il faut que je garde sa vie. Et règlement de compte. C'est ce qui est dans la Guinée, actuellement. Doumbouya n'est pas au courant de tout ça là. C'est comme un père de famille. Tu es à la maison, il y a des informations. Si ta femme ne te donne pas, ou bien tes enfants ne te donnent pas, c'est pas possible que tu le chasses. On est en train de tout mettre aujourd'hui dans le dos de Doumbouya. C'est ce que j'ai dit aux gens la fois dernière. J'ai dit, Doumbouya ne m'a jamais connu, il ne m'a jamais donné une promotion. Vous-même, vous le savez. Je n'ai jamais bénéficié d'un décret du président Doumbouya. On parle mais de la soutien. vérité, Il y a d'autres qui disent que vous êtes soutenu, votre front est soutenu par le colonel Mamadi Doumbouya. Il connaît même pas ce qu'on appelle le Front populaire pour la stabilité nationale. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais montré, on n'en a jamais parlé. Mais vous parlez de lui. Non, je parle de lui parce que même si tu n'aimes pas le chien. Comment cela pourrait être compréhensible? Parce que quand vous nous parlez, que vous disiez dans ce studio d'ailleurs que le colonel n'est pas informé de tout, alors, s'il vous plaît, alors qu'il a les services de renseignement généraux, il a une police, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dédouaner le colonel dans tout ce qui est en train d'arriver au pays? Il y a un système qu'on appelle la démagogie dans la souffrance. Le micro, hein, s'il vous plaît, oui. Allez-y, allez-y. La démagogie dans la souffrance. Vous pouvez employer des gens croyant qu'ils sont avec vous alors qu'ils sont en train de vous nuire dans toutes les erreurs. Demain, ils seront les premiers à te critiquer. Il y a de ces gens-là auprès de Doumbouya qui ne donnent même pas les vraies versions. Tous ceux qui peuvent donner les vraies versions, mais eux ils n'ont pas l'accès de voir Doumbouya, ils mettent barre. On ne leur permet pas de rentrer, on ne leur permet pas d'aller s'expliquer devant Doumbouya. C'est ce qui est aujourd'hui en Guinée. On va aller pas à pas. Qui nomme? C'est Doumbouya qui nomme. Qui nomme ses ministres? C'est Doumbouya qui c'est qui le premier décideur?
C'est lui le décideur. Alors si le colonel lui-même, il s'est fait entourer par ces personnes-là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'il n'est pas informé de ce qui est en train d'arriver? C'est là ma question. Mon ami, je vais vous parler une chose qui est très correcte. Un exemple type. Vous avez 3 orphelins de pères et de mères. 3 orphelins de pères et de mères. Ces 3 orphelins ont fait 3 jours sans manger. On vous donne une mesure de riz. Pour préparer, il faudrait 5 morceaux de bois. 5 morceaux de bois secs pour préparer. Les 5 morceaux de bois, vous avez parmi les 3 ou les 5 là, il y a 3 qui dégagent de fumée. Il n'y en a que 2 seulement qui sont allumés, qui donnent la flamme. Mais quand vous enlevez un fagot, un morceau de bois, le reste là s'éteint. Le mieux c'est de rester les 5 préparés pour que les enfants orphelins mangent, ou bien tu vas faire souffrir les enfants parce que toi, il y a la fumée qui te fatigue. Mais ça n'a rien à voir avec le colonel. Ça n'a absolument rien à voir avec le colonel. Ces 5 fagots de bois rajoutés à ces ministres, ça ne veut rien dire. On veut juste comprendre quel est le problème, la positivité, parce que vous avez en parlé. Maintenant, quand vous parlez de la négativité, on veut vraiment comprendre de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Il s'agit de qui? L'invité par je pose ma question. Je n'ai pas fini. Même moi, je suis en train d'attendre la réponse. Mais si je suis d'accord, monsieur, mon confrère, je suis très d'accord. Mais je vais te dire, c'est pas ça que j'ai commencé. Il faudrait que les Guinéens s'acceptent. Il faut qu'on assume notre destin. Notre destin. Il faudrait qu'on l'assume. Si toi tu es nommé aujourd'hui, tu veux faire semblant que tu veux travailler pour le pays alors que tu es en train de tromper. Mais le président ne peut pas tout savoir ça. Il n'est pas un dieu. Ah bon? Il n'est pas un dieu. Comment il ne peut pas savoir? Il n'est pas un dieu dans la mesure où les Guinéens ne se permettent même pas de se mettre dans la bonne sauce pour pouvoir cuisiner notre plat en Guinée. Monsieur Kourouma, oui. Nous sommes dans un État et le chef de l'État s'appelle Mamadi Doumbouya. Oui. Il a tous les moyens de savoir ce qui se passe dans notre pays, notamment sur le fonctionnement d'un certain nombre de cadres dont il a lui-même nommé. Donc je crois que sur cette question-là, ayez quand même l'humilité de reconnaître que s'il veut très bien comprendre ce qui se passe, il ne peut pas savoir tout ce qu'un citoyen fait dans un État. Mais il a les moyens, puisqu'il y a les rapports qui sont fournis. Vous comprenez un peu? Donc sur cette question-là, admettons que s'il veut comprendre naturellement ce qui se passe, et d'ailleurs il est informé puisqu'il y a les services de renseignement et tout ce qui se passe, je crois qu'il aurait dû prendre sa responsabilité pour sanctionner de ce que vous qualifiez de certains cadres qui sont récalcitrants. Merci M. Diallo. Bien. Je vais vous donner un exemple. Toute personne ayant commis une erreur dans le gouvernement de Doumbouya, ont-ils été restés à leur place? Mais il continue. Je pose une question. Je dis toute personne. Toutes les personnes ayant commis des erreurs. Voilà, commis des erreurs alors que Doumbouya a connu. Ces gens-là ont été restés, continuent toujours à exercer leurs fonctions. Il y en a beaucoup qui sont dedans. Voilà. On parle de falsification de la signature du président. De l'autre côté, on parle d'un détournement aussi de sommes colossales. Mais jusque-là, ces personnes aujourd'hui, et puis c'est des proches même du colonel qui n'ont jamais connu l'éjection. C'est ce qu'on appelle des propos d'affabulation. Non, pas des propos d'affabulation, ça existe. Propos d'affabulation. Ça existe. En fait, on veut vraiment comprendre votre position. Non, on veut comprendre votre position dans ce studio. Je vais vous dire, je suis quelqu'un qui n'a jamais caché la vérité. Si vous voyez la vérité, si vous voyez le mensonge dans ma bouche, c'est que c'est... Comment ça s'appelle là? C'est un colis qu'on m'a donné. Dans le micro. Oui, un colis qu'on vous a donné. Un colis qu'on m'a donné. Je ne connais même pas ce qu'on appelle le mensonge. Mais en vérité, on sait bien que même si vous n'aimez pas le chien, mais il faut savoir qu'il sait manier les branches de l'arbre. Bien, cette question, c'est par rapport au Front populaire pour la stabilité nationale. Oui. C'est un front quand même qui est méconnu. Si vous allez sur Google, si vous tapez, vous intervenez peu. Vous n'êtes pas dans les médias, vous communiquez très peu. Parlez-nous de votre front. Est-ce que c'est un front qui a vu le jour comme certains fronts sous Mamadi Doumbouya, ou est-ce que vous avez existé avant Mamadi Doumbouya? Merci mon très cher. Je ne peux pas tout dire, mais vous-même vous me connaissez. Depuis 2018, le 1er novembre, janvier 2018, le front a existé. Bien. Et nous avons engagé notre procédure afin d'avoir tous les papiers nécessaires qui peuvent nous garantir dans l'exercice de
activités dans notre pays. Donc cela veut dire, c'est pas à cause d'Alpha Condé qu'on a créé, ni Doumbouya qu'on a créé. Doumbouya est venu trouver en place, a trouvé que le front a 5 ans d'existence. Est-ce que vous me faites comprendre? Le front est là, c'est pas un front comme les autres mouvements politiques ou des partis politiques. Nous luttons dans la cachette. Nous exerçons nos fonctions pour ne pas être, comment dirais-je, je sais pas comment on dit, un bavard de la rue, dit que je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Non, nos actions sont concrètes, nos actions sont visibles. Parce que même si on ne vous dit pas, je vais vous parler de 2 exemples aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui que l'axe, l'autoroute, il n'y a pas assez de mouvement, tous les jours, c'est calme. Je ne vais pas vous dire que c'est à 90% grâce au Front populaire, mais les 50% sont appliqués par le Front populaire. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Nous avons passé par des sensibilisations jusqu'à présent. Comment? Même l'affaire de l'EDG. Comment vous avez fait pour sensibiliser? Partout où il y a les groupes d'individus, groupes de jeunes, grains, ou bien les garages, je vais là-bas, j'anime les débats. Je les parle un peu l'historique de notre indépendance. Je les montre l'avenir de ce pays. Les potentialités naturelles que Dieu a données à ce pays-là, je les décortique un à travers ma petite expérience de ce que j'ai vécu à l'école. Et ces gens-là m'écoutent. Je ne viens pas auprès d'eux pour les anarquer dans le navire politique, pour leur dire que il faut que je vous parle pour que demain, non. Moi je l'ai dit, si Dieu a voulu que s'il sera soutenu un jour comme les autres politiciens dans ce pays, ça sera fait. Mais il faut commencer à bas âge. Comme on le dit souvent, c'est le serpent sous-exposé qui grandit. Aimé Césaire nous a dit que toute civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. La civilisation qui ferme ses yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Donc, discours du colonialisme en 1952. Aujourd'hui. Cela veut dire, les politiciens qui sont là, je ne les manque pas de respect. C'est mes frères, c'est mes pères, c'est mes avancés, c'est mes dévancés. Mais il y a certains parmi eux, moi je les qualifie comme si des gens qui ont été à l'école mais qui n'ont jamais subi comme formation. Très bien. Puisque vous avez un front, ça sous-entend tout simplement que vous avez des objectifs. Dites-moi quels sont vos objectifs. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, quels sont les moyens où sont les moyens pour pouvoir accepter ou atteindre tout qui vous finance en gros ces objectifs-là? Nous avons commencé d'abord, merci, l'objectif du front, je vais commencer par ça avant de venir à la dernière question. Merci mon frère Diallo. Je vais vous dire aujourd'hui, l'objectif du front, si on dit de vous décortiquer ça, nous allons passer toute la journée, on n'aura pas fini. Mais je vais vous parler seulement 2 lignes. La première ligne du front, de l'objectif du front, c'est d'être un jour à la magistrature suprême de ce pays. Oui. Vous n'êtes pas un parti politique, mais vous voulez être à la magistrature. Mais nous allons le transformer, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes un mouvement où on a engagé. On a engagé les documents pour pouvoir accéder. C'est un mouvement hybride. Effectivement. Bien. Effectivement. Vous voulez être un parti politique. Effectivement. Bien. Mais pour le moment, vous soutenez le pouvoir. Non, je ne soutiens pas le pouvoir. Mais vous soutenez le CNRD. Non, je ne soutiens pas le CNRD. Vous demandez aux Guinéens de rester derrière leur destin. Je parle les actes posés du CNRD. Je vais parler le côté négatif. Et vous nous demandez de suivre le destin. Non. Le destin, c'est quoi? Il faudrait qu'on s'accepte, qu'on s'assume. Pour ne pas dire qu'un jour, vous serez un responsable de ce pays. Dieu le fera, Inch'Allah, ça ne va même pas durer. On connaît des gens ici qui ont parlé autant d'Alpha Condé, critiqué. Aujourd'hui, ils ont les bouches bées. Ils peuvent rien nous dire. On connaît beaucoup de ces gens. Cela veut dire que... Revenons à la question. La question est que nous voulons être un jour à la magistrature suprême de ce pays. Deuxième objectif, parce que tu ne peux pas convaincre les gens tant que tu n'es pas devant quelque chose dans ce pays. Donc cela veut dire quoi? Quand nous serons là-bas, notre objectif c'est de préserver tous les acquis que nos aïeux nous ont laissés. Bien. Deuxièmement, nous allons donner l'avantage à la jeunesse guinéenne et impliquer ce qu'on appelle la justice morale. Ça, c'est votre programme de société. C'est notre programme de société. Très bien. Donc, le financement, pour le moment, je moule mes petites capacités, mes petites expériences
pour pouvoir démarrer le front. Non mais attention, là il y a un Guy Roche. Vous êtes d'abord porte-parole de ce front ou président? Parce que je suis confus dans ce débat. C'est ce que je dis. Vous me dites que vous êtes le porte-parole du front. Je suis le porte-parole. Qui est le président du front? Le président du front, je vous ai dit ça ici, c'est incertain parce que jusqu'à présent, on n'a pas fini à mettre en place les structures. On est en train de chercher les bonnes personnes. Parce que quand vous qui est le président? Il y a un président qu'on appelle Sekou Massa Keita. Je vous ai beaucoup fois dit. Oui, mais on a besoin de savoir. C'est Sekou Massa Keita. Parce que vous êtes le seul qu'on voit vous parler que de vous. Oui, c'est le président provisoire. C'est le président provisoire. Ah, vous êtes le président provisoire? Voilà, moi je suis le porte-parole. Le président provisoire parce qu'on n'a pas mis encore, on n'a pas fini encore à mettre. Vous n'avez pas meublé. Voilà, on n'a pas meublé d'abord. Nous avons besoin, même vous, un jour j'aurai besoin d'entre vous. Ça c'est obligatoire. On va vous amener le journalisme, oui. Oui. Compliqué. Ça c'est obligatoire. On va amener Akila. Parce que le front va se mouler, il va se montrer à une bonne phase devant tous les Guinéens. Bien. Pour ne pas dire côté financement, qui vous finance? Parce que je me rappelle il y a 2 ans, je vous ai posé la question de savoir est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui vous finance? Personne ne nous finance, nous cotisons. Quand vous avez une structure en place, il faut cotiser. Bien. Il faut participer à la progression, au développement du mouvement ou bien du parti ou bien de l'ONG. Donc nous cotisons entre nous. Bien. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, le front peut atteindre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire plus de 5000 adhérents. Oui. non, attendez. Ce n'est pas pour me moquer. Oui. Quand je vous parle, on peut plus de 5000 adhérents. Monsieur Oui. Je peux vous envoyer la liste des sections ici. Absolument. Je peux vous envoyer la liste des sections. Conakry seulement, je vous envoie la liste des sections. J'ai plus de 1500 ici. Comment vous arrivez à gérer ces 5000 personnes? Non, les 5000 personnes, ce n'est pas tous qui participent à la fois à les réunions. Je dis sur toute l'étendue du territoire national. Pas Conakry seul. La Guinée est vaste. Vous avez des antennes à l'intérieur? J'ai des antennes à l'intérieur, c'est ce que je vous dis. Très bien. J'ai des antennes à l'intérieur. Bien, monsieur Kourouma, à l'entente de vos propos, vous avez rappelé un certain nombre de choses ici, notamment le comportement d'un certain nombre de Guinéens quand il s'agit de critiquer nos chefs. Sur Alpha, on a entendu toutes sortes de critiques ici. Alpha n'est pas bon, il y a ceci, il y a cela. Et finalement, vous allez jusqu'à dire que tout le monde était fatigué d'Alpha. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'était pas quand même des accusations? On était fatigué d'un certain nombre de pratiques du régime d'Alpha à l'époque. C'est la première. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux ou ne pas être. Vous êtes d'accord qu'il y avait un certain nombre de choses que le régime d'Alpha posait qui n'étaient pas favorables pour la quiétude sociale? Effectivement. Très bien. Oui. Et que Doumbouya, le coup d'État a été ce qu'on appelle un coup de grâce. Effectivement. Vous êtes d'accord sur cette question? Oui, de libération de la population. De libération de la population. Oui. Alors, le colonel Doumbouya, lors de sa prise du pouvoir, il avait fait quand même un discours digne, ce qu'on appelle d'un discours clinique de la situation sociopolitique de notre pays. Effectivement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce que le colonel avait dénoncé aujourd'hui est en train de refaire surface, malheureusement? Non. Comment? Je ne peux pas m'aventurer parce que je n'ai pas des preuves qui peuvent me montrer que vraiment Doumbouya, son discours, il est en train de dérailler. Laissez-moi revenir sur ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est Abdallah qui est là, c'est M. Diallo qui est là. Bien. Mon confrère est à côté. Bien. Vous avez une structure en place. Bien. Vous avez donné votre engagement à vos adhérents ou bien à vos membres. Est-ce que vous comprenez? Bien. Il y a parmi ces membres-là qui ne vous donnent pas le temps de ce que vous avez dit pour poser ça comme acte. Est-ce que cela veut dire que si maintenant vous êtes là pour travailler, il y a des gens qui sont en train de taper le dos, ceci, cela. C'est qui ces gens? La population guinéenne. Quand vous prenez aujourd'hui les pays qui sont dans la transition, vous trouverez que la Guinée est le pays où le nom est totalement sali. La faute revient à qui? La faute là, elle revient à qui? Les Guinéens. Les Guinéens? Oui. Bien. La population guinéenne dont je fais partie. Bien. J'y tiens parce que là j'y tiens beaucoup. Vous voyez, je m'étais étonné quand vous m'avez parlé de 5000 personnes. Comment est-il possible que vous ayez 5000 membres dans votre front et qu'aujourd'hui on ne puisse voir aucun impact sur le terrain, que vous soyez méconnu du grand public, que vos actions ne puissent pas porter? Comment se fait-il? Parce que je vous ai vu quand même parler de sensibilisation. Hier, vous étiez certes dans la sensibilisation, mais aujourd'hui, je comprends que vous migrez vers la politique. Est-ce que si tous les acteurs sociopolitiques doivent migrer vers la politique, qui va rester pour défendre les citoyens?
Je ne vous ai pas dit que je suis... Mais vous migrez, je parle parti, du front. voilà, Je dis je parle voilà, du le migrer. front n'est pas d'abord politique. Comment Je dis, dire, vous voulez migrer. très bien. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit toujours, mon mouvement est toujours politique. Mais c'est un mouvement politique qui n'est pas comme les autres partis politiques ou mouvements politiques. Qui est en train de défendre l'intérêt commun du peuple de Guinée et notre patrie, notre chère patrie. Très bien. Partout où je suis. Et qui parle des fois les bons actes posés par les présidents en exercice de leurs fonctions. Monsieur Kourouma, J'en ai fait pour Alpha Condé. Vous-même, vous êtes témoin, j'en ai fait pour Alpha Condé. Vous avez battu campagne pour Alpha Condé. Je n'ai pas battu campagne Si. pour Alpha Condé, mais Si, j'ai monsieur battu pour les actions Non, posées, pour non, les non, actes non, posés non, d'Alpha non. Condé. Non, ça, c'est pas Vous étiez le premier, voilà, en 2018, ça, vous étiez le premier soutien dans la commune de Matoto. Qui, où ça? Vous. Qui peut vous À témoigner? Yimbaya Taneri Mais ici. qui peut vous témoigner ça? Que Kourouma s'est mis dans... Non, pas Kourouma, la parle du front. Mais On c'est parle le du front front s'est de mis dans la propagation d'une organisation, d'un troisième mandat du professeur Alpha Condé. Non, vous avez On ne soutenu- trouvait pas. Non, non. Non, vous avez soutenu les avez actions du soutenu. professeur Alpha Condé, non? Les bons actes posés pour le pays, pour l'intérêt du pays. notamment... Et j'ai critiqué aussi. C'était à l'orée du troisième mandat quand même. Vous reconnaissez-le. Même deuxième mandat, j'en ai fait. En 2015, j'ai fait. Oui, non, ça parlant du front, pas vous en tant que... Je parle le front. Le front, Moi, c'est- quand le vous front me a été voyez. créé en 2018. Oui, c'est 2018. J'ai dit 2018 d'abord. Avant l'arrivée de la programmation du troisième mandat, Alpha ne s'est pas programmé en 2018 qu'il va être candidat. Mais il a commencé- Ça parlait de, non, il a commencé ça à parlait de laisser 2019, fin 2019. Non, c'est en ça parlait de 2018. fin 2019. Il a commencé parce à qu'il n'avait tenir pas le donné discours. sa position claire. Oui, c'est ce que j'ai au dit. Guinée Il a en tenu le 2018. flou. Il a Cela tenu veut le dire flou. que je critiquais quelques actes posés qui n'étaient pas favorables à notre peuple ni à notre patrie. Je critiquais. Mais il y a certains actes aussi qu'il a posés. Il fallait qu'on le dise. Est-ce que vous avez soutiré de l'argent à l'époque pour garder de côté, pourquoi pas finalement transformer ce front qui était quand même à la base, si le cahier de charges que vous m'avez montré il y a quelques années, Oui. c'était un cahier de charges qui visait à sensibiliser Oui. les populations Et jusqu'à présent. sur la réussite des différents régimes. Et jusqu'à C'est-à-dire présent. vous œuvrez dans les quartiers, vous sensibilisez les populations pour qu'on évite Oui. que la transition ne vacille. Ce que Effectivement. vous êtes dans votre cahier de charges, c'est ce que moi je connais. Effectivement. Mais aujourd'hui, les discours ont changé. Non. Vous êtes plus comme un soutien du colonel Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas un soutien de colonel Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas un soutien de colonel Mamadi Doumbouya. Mais vous défendez. Vous le dédouanez. Mais je soutiens les actes posés Et vous dans le l'intérêt dédouanez. commun de la population. Et vous le Je dédouanez. vais vous dire, attends d'abord, je vais vous décortiquer un peu. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre un peu. Oui, il faut qu'on se comprenne, c'est important. Je vais vous dire un peu les travaux que tous les projets que le régime d'Alpha Condé avait mis dans leur cahier de charges. Ces projets-là étaient totalement ralentis. On ne s'attendait même pas si ces projets-là pouvaient être exécutés. Mais son arrivée aujourd'hui, on voit les impacts. On voit la réalisation de ces projets-là rentrer dans les communes aujourd'hui, dans les quartiers. À l'intérieur du pays. Moi, je connais un coin entre Côte d'Ivoire, Béléba et Karala, la frontière ivoiro-guinéenne. Essa Ouattara avait fait son pont, mais Alpha avait mis ça comme un projet, mais jusqu'à présent, ça n'était pas exécuté. C'est Doumbouya qui a exécuté tout de là. Un pont exécuté dans 8 mois. Mais aujourd'hui, la transaction est très bien. Mais le projet a été signé par Alpha C'était Condé. signé par Alpha non exécuté. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'électricité à zéro coulé. C'est ce que je vous ai dit, il ne faudrait pas que je parle beaucoup. L'électricité à zéro coulé. Parlez, vous êtes dans le scanner, parlez, mettez-vous à l'aise. L'électricité à zéro coulé, cette interconnexion électrique, Alpha avait mis comme un projet. Mais c'était purement politique. Signé et ficelé. Laissez-moi signer et ficeler mes Et c'était un projet signé et ficelé et il était déjà dans en la parole, cours. dans la parole. Abessila Dans même la l'avait parole, confirmé. dans la parole. Mais Abessila l'avait confirmé Dans la parole. que c'était un Dans la projet parole, dans la ficelé parole. et signé Je suis par d'accord le dans la régime parole. Condé. Moi, je vois l'exécution. Celui qui a exécuté, c'est ce que je vois. Et même si vous demandez aujourd'hui, les habitants des zéro collège te diront que grâce à colonel Mamadou Doumbouya, zéro collège a gagné le coup. Bien, cette question, excuse-moi, cette Cette partie, question. elle était très importante. Vas-y. Vous étiez un soutien inconditionnel des bons actes du professeur Alpha Condé. On est d'accord? Oui. Aujourd'hui, Oui. puisqu'Alpha Condé n'est pas là, vous devenez un bon soutien des actes de Mamadi Doumbouya. Vous ne trouvez pas un paradoxe? Non, laissez-moi. Je vous ai dit que je parlais des mauvais côtés posés par le régime d'Alpha Condé, mais je parlais aussi du bon côté. Non, vous Je avez n'ai pas parlé fait des le bon mauvais côté. côtés, c'est qu'Alpha Condé. Non, je n'ai pas Acquitté. non.
Non. Aujourd'hui, on parle de la négativité. Non. Et vous étiquetez même le régime Condé. Je vous ai dit, le régime de Doumbouya, je vois certaines choses qui ne sont pas appréciables. Mais vous le dédouanez. Non, je ne dédouane pas. Ah, mais vous avez parlé de son entourage. Jamais. Vous avez dit que c'est parce qu'il y a des gens parmi eux qui ne veulent pas que la transition de la voie comment dire, réussisse, effectivement. Mais à qui la faute? Soit apprécié. À qui la faute? C'est le président qui nomme. La responsabilité, nous sommes tous coupables. Mais le Doumbouya, il est l'image de la République. C'est lui qui nomme. Il est l'image de la République. Il était venu, mais c'est nous qui sommes en train d'implanter certaines choses dans l'idée de Doumbouya mais qui va nous permettre un jour. Mais c'est pas la population qui gère. De retarder la transition afin que l'ordre constitutionnel soit établi. Mais c'est pas la population qui gère le pouvoir. C'est la population qui gère. Le colonel. La population ne gère pas, mais il accompagne. Bien. Oui, ta question. Monsieur Kourouma, vous l'avez rappelé ici s'il y a ce qu'on appelle la stabilité politique au niveau de l'autoroute. Non, le son il est déjà bon, vas-y. Au niveau de l'autoroute, c'est parce que tout simplement vous avez participé, pas à 100% mais à 50% dans le cadre de la sensibilisation. Effectivement. Pourquoi vous n'avez pas imposé le même schéma sur l'axe pour que nous soyons dans cet équilibrisme-là, dans le cadre de la stabilité? C'est la première question. La deuxième question, nous sommes dans une phase transitoire. Aujourd'hui, 13 mois pratiquement nous séparent de la fin de cette transition. Au cas où cette question ou cette idée de glissement s'est posée, est-ce que vous serez d'accord qu'on puisse accorder un temps supplémentaire au colonel au nom de la refondation? Très belle question. Merci mon très cher. Merci. Deux questions de valeur. La première, la situation de l'axe Le Prince. Je vous dis, nous, notre combat, j'ai toujours dit ça dans la serre, à pas de caméléon. Nous partons lentement mais sûrement. Notre course, ce n'est pas une course à vitesse, mais une course à fond. Les responsables de l'axe, dirais-je, je coopère avec plus de 5 personnes que je connais, dont je ne vais pas dire leur nom ici. 5 personnes, 5 grands leaders, je coopère avec eux. On s'est vu, on a parlé quelque chose. Et Inch'Allah, ils m'ont tenu des promesses, je les ai donné aussi ma promesse. Je crois que dans les jours à venir, la question là ne sera pas à débattre même, parce que c'est les yeux qui vont voir. Cela veut dire que moi, mon combat ne se limite même pas ici. Mais quand, dans un champ de bataille, dès qu'il y a tir partout, il faut calmer d'abord le coin qui peut vous comprendre facilement avant d'entamer le reste. C'est comme ça que nous faisons. Ça, c'est la première question. C'est pas si vous êtes satisfait. La deuxième question, pour une question de temps supplémentaire, cela est dû à la malcompréhension de la population guinéenne qui doivent accompagner la transition et les membres qui sont appelés à le guider. Est-ce que vous me faites comprendre? C'est-à-dire le peuple de Guinée. Dadis est venu ici, on a mis pression. Dadis, quittez, il faut que l'ordre constitutionnel soit établi. Quand un président démocratiquement élu, lui va faire tout. Quand le professeur est venu, c'est les mêmes cris qui ont jailli. C'est les mêmes cris qui ont commencé. Il est parti. Doumbouya vient encore avec un autre slogan, redressement ou refondation. La refondation, il y a beaucoup de choses. Rien n'est fait. Qu'on le dise ou pas, il serait obligatoire que les Guinéens acceptent des fois pour que le mur soit bien fondé. Quand le mur sera bien fondé, je crois que la Guinée n'aura plus besoin de pouvoir dictatorial ou bien d'un mandat à vie. Ça ne se fera pas. Un accord indépendamment signé entre le gouvernement guinéen et la CEDEAO pour une durée de 2 ans doit s'achever en décembre 2024. Si on ne leur a pas donné le temps de continuer ces projets. En clair. Donc, vous êtes d'accord qu'on lui donne le temps? C'est ça qui est la question là. La question, les Guinéens l'accompagnent dans le calme et dans le silence. Dans la moralité parfaite. Même si ça ne va pas? Comment? C'est une question que j'ai posée. Le Mali est plus chaud que la Guinée, le Burkina est plus chaud que la Guinée, le Niger, le Gabon. Mais jusqu'à présent, ces gens-là sont en train d'accompagner toujours leur leader de la transition afin que le pouvoir qui viendra ait un pouvoir de garant, un pouvoir de sincérité. Sur cette voie-là, est-ce que sur cette voie que vous considérez la bonne, sur laquelle le colonel se trouve aujourd'hui,
vous estimez qu'il faut lui donner le temps suffisant pour qu'il puisse mener à bien ses actions. C'est cela? Si on me redemandait, mon avis, j'aurais le dit. Bien. J'aurais le dit. Bien. Cet avis-là, j'aurais le dit à tous les Guinéens d'accepter qu'on se calme, on l'accompagne parfaitement, les propos qu'il a tenus et que nous-mêmes, on a acclamé dans la charte de la transition, qu'ils soient posés aisément et que la Guinée trouve un élan de progressivité économique et sociale. Même au-delà des 2 ans. C'est cela qu'il s'agit, c'est qu'il a dit. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Certaines personnes comme vous qui pensent qu'il faut soutenir le colonel dans ce sens, certains qui s'y posent même 5 ans, 6 ans, est-ce que pour vous, 5 ans est largement suffisant ou il faut 6 ans? Parfaitement. Je ne peux pas déterminer un temps, mais je vous ai dit, même le temps qu'il a dit là, si on le laisse travailler, il peut assumer. Mais il avait tout le temps. Il peut assumer et mettre respecter ce chronogramme qu'il a déjà signé avec la CEDEAO et le peuple de Guinée. Bien, c'est qu'il a déjà compris. Oui, Yaya Diallo, on va garder notre invité sur place et on va parler de cette autre actualité, c'est du G5 Sahel, où 2 autres États, après le Mali, se retirent de cette organisation anti-djihadiste. Oui, effectivement, les gouvernements de transition du Burkina Faso, de la République du Niger, après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, ont décidé en toute souveraineté, il faut le dire, du retrait de leur pays, de l'ensemble des instances et des organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, il faut le rappeler. Alors, le G5 créé le 19 décembre 2014 par le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, qui avait pour mission de mutualiser leurs forces pour pouvoir assurer la sécurité sociale et politique dans l'espace sahélien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le communiqué, c'est 2 pays qui ont décidé, il faut le rappeler, après le Mali, puisque le Mali était le premier pays à se retirer en 2022. Donc, dans le communiqué, il nous dit cependant, ça maintenant c'est ce qui a motivé naturellement les retraits. Force est de constater qu'après 9 ans d'existence de l'organisation du G5 Sahel, qui peine, dit-il, à atteindre ses objectifs, pire les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement. Ils disent plus loin, ces objectifs sont contrariés par des lourdeurs institutionnelles, tenez-vous bien Abdallah, et de pesanteur de notre âge. Ce qui achève donc, disons, de leur convaincre, je vais parler de ces 2 États-là, que la voie sur laquelle ils sont aujourd'hui, naturellement, sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés, est contrariée ou est contraire à la participation du G5 Sahel dans sa forme actuelle. La question qu'on se pose naturellement, quelle est la forme actuelle du G5 Sahel? Puisque ça sous-entend tout simplement, aujourd'hui, les États qui composent, puisque ça nous reste pratiquement des États. On va parler du G2 Sahel du G2 d'ailleurs, parce qu'au niveau du G5 Sahel, il y avait la force Barkhane aussi qui était là, qui était devenue un support supplémentaire dans le cadre de la sécurité, disons, de la zone du Sahel. Alors, on dit que la participation du G5 Sahel dans sa forme actuelle, puisque c'est un communiqué qui est un peu vaste, dans l'entendement commun de ces 2 États, du Burkina Faso et de la République du Mali, et le G5 Sahel ne saurait, disait-il, des intérêts étrangers au détriment de ceux de leur peuple. Puisque vous rappelez très bien qu'à un certain niveau, puisque cela est consécutif, disons, à cette mise en place d'une confédération des États, qu'on appelait l'Alliance des États du Sahel, composée de la République du Mali, de la République du Niger et du Burkina Faso, si vous vous rappelez très bien, après le putsch du côté du Niger, pour pouvoir, encore une fois, mutualiser leurs forces militaires pour régulariser la zone sahélienne. Alors, dans le cadre de cette alliance, il s'est convenu d'accès d'un certain nombre de choses, notamment
la politique, le développement et la sécurité, parce que c'était les trois axes qu'ils ont mis en avant pour pouvoir, encore une fois, sortir dans les griffes de ces djihadistes-là. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, puisque est-ce que nous asséminons vers la concrétisation de cette confédération qui était appelée de tous les vœux de ces trois États-là, pour qu'on en arrive à ce qu'on appelle une fédération d'États, de ce qu'on appelait l'Alliance des États du Sahel. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que si on exploite le communiqué, ça sous-entend tout simplement qu'ils se sont rendus compte que cette organisation anti-djihadiste qu'on appelle le G5 Sahel était ce qu'on appelle sous la coupole de certaines puissances étrangères, dont de certaines puissances étrangères. Étrangères, effectivement, parce que c'est rappelé dans ça. Il dit qu'ils ne peuvent plus continuer sous le dictat d'un certain nombre de pays étrangers, de puissances étrangères, dont, disons, les intérêts ne servent plus leurs peuples respectifs. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est une séparation ou c'est un divorce consommé entre ces différents États-là et un certain nombre de partenaires dans le cadre de la sécurité, notamment l'Union européenne, puisque le G5 Sahel, nous le savons très bien, l'initiatrice de la mise en place de cette organisation anti-djihadiste, c'est l'Union européenne, au premier de laquelle il faut citer donc la France. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau du G5 Sahel, puisque nous sommes dans les coopérations militaires, ce qui est tout récemment, ces trois États-là, respectivement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de rompre progressivement leur partenariat avec, disons, la France à travers, comme c'est rappelé, la force Barkhane, qui, il faut le rappeler, depuis 2014, sous le président François Hollande, avait, disons, secouru ces différents États-là dans le cadre de leur lutte contre le djihadisme. Alors, cette fois-ci, c'est une coopération qui concerne la Russie, c'est à travers le groupe Wagner. Est-ce que ces États-là se sont rendus compte que avec la Russie, la coopération elle est beaucoup plus radieuse, elle est beaucoup plus, disons, rentable du point de vue sécurité, et qu'il fallait rapidement rompre toute relation avec les autres pays, notamment européens, et qui se sont rendus compte que c'était plutôt une diperie en lieu et place d'une véritable alliance qui consistait à combattre le djihadisme. Ouais. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Maintenant, est-ce que jusqu'où iront, parce que c'est la question qu'on se pose, ces trois États-là qui sont, il faut le rappeler, en transition et qui sont aujourd'hui en déphasage avec un certain nombre de choses, notamment avec un certain nombre des institutions, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, donc Paris aussi l'Union européenne. Est-ce qu'on va assister, puisqu'il faut le rappeler, c'est des États qui ont ce qu'on appelle une monnaie commune, est-ce qu'on va assister naturellement à la mise en place de cette alliance qui va aboutir à une fédération des États, de ces trois États-là? La question reste posée, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce sont des États qui ont décidé de sortir, il faut le dire, dans la quête de leur souveraineté, de leur dignité, de sortir dans ce qu'ils qualifient de partenariat du néocolonialisme. Du néocolonialisme, d'un partenariat qui lui-même, il faut le dire, est dévoyé et qui ne tient pas en compte les intérêts particuliers de ces États-là. Donc c'est voilà, entre autres choses, ce qu'on pourrait dire. Maintenant, on verra très bien est-ce que sur cette voie-là, ces trois États-là aboutiront à vaincre le djihadisme, ce qui amènera beaucoup d'observateurs à conclure que effectivement ces trois États-là ont bien fait de rompre leurs relations avec l'Union européenne et par ricochet la Balkane. Donc les précisions de Yaya Diallo, on est déjà taxé par le temps. Peut-être si le temps nous permet, demain nous allons revenir sur ce sujet. Sujet brûlant, puisqu'il s'agit même des questions africaines et de la lutte contre le djihadisme. C'est important de revenir sur ce sujet. Yaya Diallo, merci. Merci. Merci à M. Sile Kourouma, porte-parole du Front National pour la Stabilité. Merci vraiment d'être passé dans cette émission, Le Scanner. Merci Abdallah, que Dieu vous bénisse. Amin. Merci Akila Ali Badara, le PP. Merci. Merci à l'équipe technique du jour. On est taxé par le temps. On se reprend demain, même fréquence avec d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.